Elle était prisonnière de son fauteuil, jusqu'à ce qu'un millionnaire déguisé en mendiant lui montre que, si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le reflet dans le miroir montrait une jeune femme de 24 ans dont les yeux verts ne brillaient plus comme avant. Élodie ajusta les cheveux châtains qui tombaient sur ses épaules, tandis que ses mains tendues agrippaient les bords du fauteuil roulant. La chambre spacieuse du manoir, décorée de meubles coûteux et de rideaux en soie, semblait l'étouffer en ce matin d'automne. Par la fenêtre, elle pouvait voir le jardin abandonné, autrefois son refuge préféré. Les fleurs fanées et l'herbe mal entretenue reflétaient son propre état d'esprit. Cela faisait exactement 1 an que sa vie avait changé radicalement depuis ce jour fatidique, où une impulsion désespérée pour sauver quelqu'un qu'elle aimait avait provoqué l'accident qui l'avait laissée dans cet état. « Mademoiselle Élodie, c'est l'heure de la kinésithérapie », annonça Martine, la gouvernante, en entrant dans la chambre d'un pas léger. Cette femme d'âge moyen était l'une des rares personnes qui traitait encore Élodie avec naturel, sans ce regard de pitié qui la dérangeait tant. « Je ne veux pas faire ça aujourd'hui, Martine », répondit Élodie, tournant son fauteuil pour faire face à la gouvernante. « Je suis fatiguée des promesses vides. Le docteur Richard dit toujours que je progresse, mais je ne sens aucune différence. » Martine s'approcha, posant doucement une main sur l'épaule d'Élodie. « Monsieur Vincent n'aimera pas apprendre que vous manquez encore une fois vos séances. » La mention du nom de Vincent fit imperceptiblement tressaillir Élodie. Le propriétaire du manoir, un homme d'affaires prospère dans la quarantaine, était devenu son tuteur légal après l'accident. Sa présence autoritaire et contrôlante pesait sur la maison comme une ombre constante. « Vincent n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans cette maison », rétorqua Élodie, dirigeant son fauteuil vers la terrasse. L'air frais du matin caressa son visage, apportant le parfum lointain des quelques fleurs qui résistaient encore dans le jardin. Martine la suivit, inquiète. « Il veut seulement votre bien, ma petite. Depuis que vos parents, depuis que vous êtes seule, il s'occupe de vous comme si vous étiez de la famille. » Élodie laissa échapper un soupir fatigué. « Parfois, je me demande si toute cette préoccupation ne cache pas quelque chose de plus, Martine. Vincent a tellement changé depuis l'accident, ou peut-être n'ai-je jamais remarqué comment il était vraiment. » La gouvernante hésita avant de répondre, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Monsieur Vincent a sa façon particulière de montrer son affection, mais je ne doute pas qu'il se soucie sincèrement de vous. » Élodie guida son fauteuil jusqu'au bord de la terrasse, ses yeux fixés sur le jardin en contrebas. Les rosiers que sa mère aimait tant étaient presque complètement desséchés, à l'exception de quelques bourgeons têtus qui insistaient pour pousser parmi les épines. « Vous savez, Martine, » commença Élodie, sa voix douce comme une confession, « parfois je rêve que je marche à nouveau dans ce jardin. Je peux sentir l'herbe sous mes pieds, le vent sur mes jambes. C'est si réel que quand je me réveille, la déception est encore plus douloureuse. » Martine s'approcha, ajustant le châle sur les épaules d'Élodie avec une tendresse maternelle. « Les rêves sont la façon dont notre cœur trouve pour ne pas abandonner, ma petite. Et tant qu'il y a des rêves, il y a de l'espoir. » Un mouvement soudain dans le jardin attira l'attention d'Élodie. Entre les arbres, une silhouette se déplaçait furtivement. Un homme aux vêtements simples et usés qui semblait observer la maison avec intérêt. « Martine, voyez-vous cet homme dans le jardin ?» demanda Élodie, se penchant en avant dans son fauteuil. La gouvernante suivit le regard d'Élodie, mais le jardin était déjà vide à nouveau. « Je ne vois personne, ma petite. Vous avez dû l'imaginer. » Élodie continuait à fixer l'endroit où elle avait vu la silhouette mystérieuse, une étrange sensation s'emparant de sa poitrine. Quelque chose chez cet homme, même vu de loin, avait éveillé une curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Peut-être avez-vous raison », acquiesça Élodie, bien qu'elle sût que ce n'était pas son imagination. « Martine, pourriez-vous m'emmener faire un tour dans le jardin ?»« Cet après-midi ?» La gouvernante sourit, surprise par cette demande inhabituelle. « Bien sûr, ma petite. Cela fait si longtemps que vous n'êtes pas descendue au jardin. L'air frais vous fera du bien. » Élodie acquiesça, ses yeux toujours fixés sur la végétation abandonnée en contrebas. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait quelque chose de différent de l'apathie habituelle qui la consumait. C'était comme si cette silhouette mystérieuse avait planté une petite graine de curiosité dans son cœur,
Une graine qui, tout comme les quelques boutons de rose qui résistaient encore dans le jardin, était sur le point de fleurir. L'après-midi arriva, avec une brise légère qui faisait danser les feuilles dans le jardin abandonné. Martine poussait le fauteuil roulant d'Élodie sur les chemins de pierre couverts de mousse, tandis que le soleil d'automne dessinait des ombres allongées sur le sol. « Tout est si différent », murmura Élodie, touchant une feuille morte qui tombait sur ses genoux. Le jardin, autrefois un exemple de beauté et de soin, ressemblait maintenant davantage à un labyrinthe sauvage. Les plantes grimpantes avaient envahi les murs et les buissons poussaient de façon désordonnée de tous côtés. Après l'accident, plus personne n'a vraiment pris soin de cet endroit, expliqua Martine, évitant une branche basse. Monsieur Vincent avait dit qu'il embaucherait un nouveau jardinier, mais il ne l'a jamais fait. Élodie fronça les sourcils, se rendant compte que cet abandon semblait délibéré. C'est étrange, n'est-ce pas? Vincent a toujours été si méticuleux concernant l'apparence de la propriété. Pourquoi laisserait-il le jardin dans cet état? Avant que Martine ne puisse répondre, un mouvement entre les arbres attira l'attention d'Élodie. C'était lui à nouveau, l'homme qu'elle avait vu le matin. Cette fois, il était plus proche, et elle put mieux l'observer. Malgré ses vêtements usés et son aspect négligé, il y avait quelque chose de noble dans sa posture. Son visage, partiellement couvert d'une barbe grisonnante, affichait un sourire serein qui semblait spécialement dirigé vers elle. Ses yeux d'un bleu profond transmettaient une sagesse qui contrastait avec son apparence de mendiant. « Martine, vous le voyez, c'est l'homme que j'ai vu ce matin », s'exclama Élodie, pointant dans la direction de l'étranger. La gouvernante arrêta le fauteuil roulant, regardant autour d'elle avec inquiétude. « Je ne vois personne, ma petite. Peut-être devrions-nous retourner à la maison. »« Non !» protesta Élodie avec une fermeté qui la surprit elle-même. « S'il vous plaît, laissez-moi rester encore un peu. Vous pouvez partir, Martine. Je serai bien ici. » « Mais mademoiselle Élodie, monsieur Vincent... »« Vincent n'a pas besoin de savoir, » interrompit Élodie. « S'il vous plaît, Martine. Cela fait si longtemps que je ne me suis pas sentie aussi vivante. » La gouvernante hésita, partagée entre l'inquiétude et le désir de voir Élodie manifester à nouveau un intérêt pour le monde extérieur. « Très bien, » céda-t-elle finalement. « Mais ne tardez pas trop. Et si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je serai dans la cuisine qui donne sur cette partie du jardin. » Dès que Martine s'éloigna, l'étranger émergea de l'ombre des arbres. Sa démarche était lente et délibérée, comme si chaque pas était une forme de méditation. Il s'approcha jusqu'à se tenir à quelques mètres d'Élodie, maintenant, une distance respectueuse. « Les roses, » dit-il, sa voix étonnamment mélodieuse. Elles luttent encore pour survivre, même quand tout autour d'elles semble conspirer contre leur existence. Élodie observa l'homme avec un mélange de fascination et de prudence. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici ?» L'étranger sourit, ses yeux brillants d'une intensité particulière. « Les murs ne peuvent pas contenir la nature, tout comme ils ne peuvent emprisonner l'espoir. Votre jardin m'a appelé, ou peut-être étaient-ce vos fleurs fanées, implorant des soins. Vous parlez d'une façon différente, » observa Élodie, inclinant légèrement la tête. « Vous ne ressemblez pas à un mendiant ordinaire. »« Et vous, répondit-il, vous ne semblez pas être quelqu'un qui devrait être prisonnière de ce fauteuil. » Cette déclaration, dite avec tant de naturel, fit accélérer le cœur d'Élodie. « Les médecins disent que je ne marcherai plus jamais. »« Les médecins connaissent le corps, » dit l'étranger, s'accroupissant pour toucher une rose fanée. « Mais ils oublient souvent l'âme. Savez-vous ce que je vois quand je vous regarde, Élodie ?» Elle frissonna en entendant son nom. « Comment? Connaissez-vous mon nom? » « Je vois une danseuse, continua-t-il, ignorant la question. Quelqu'un qui avait l'habitude de flotter dans ce jardin comme un papillon parmi les fleurs. Le corps a peut-être oublié comment danser, mais l'âme, l'âme n'oublie jamais. » Élodie sentit des larmes se former dans ses yeux. « Pourquoi dites-vous ces choses ?» L'étranger s'approcha d'un pas, et pour la première fois, Élodie remarqua que ses yeux bleus semblaient familiers d'une certaine façon, comme un souvenir lointain qu'elle ne parvenait pas à atteindre. « Parce que parfois nous avons besoin de quelqu'un pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, » répondit-il doucement. « Et je vous promets, Élodie, que vous danserez à nouveau dans ce jardin. » Un bruit venant de la maison fit reculer rapidement l'étranger vers les ombres. Élodie se retourna pour voir Martine revenir dans sa direction
et quand elle regarda à nouveau là où l'homme se tenait, il avait disparu. Le dîner au manoir se déroulait dans son habituel silence oppressant. Vincent, assis à la tête de la table en acajou, jetait occasionnellement des regards pénétrants à Élodie, qui touchait à peine à son assiette. Le tintement des couverts résonnait dans l'environnement somptueux, ponctué seulement par le son de l'horloge ancienne sur le mur. « Martine m'a dit que vous avez passé l'après-midi dans le jardin », commenta Vincent, son ton apparemment décontracté, cachant une note d'inquiétude. « Je pensais que vous n'aimiez plus y aller. » Élodie leva les yeux de son assiette, étudiant l'expression sur le visage anguleux de son tuteur. « Le jardin évoque des souvenirs, » répondit-elle avec prudence. « Certains bons, d'autres moins. » Vincent prit une gorgée de vin rouge, ses doigts tapotant légèrement sur le verre en cristal. « Les souvenirs peuvent être dangereux, Élodie. Parfois, il vaut mieux les laisser dormir. »« Comme les souvenirs de l'accident ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même par son audace. « C'est intéressant comme je n'ai jamais réussi à me souvenir exactement de ce qui s'est passé ce jour-là. » Un muscle se contracta dans la mâchoire de Vincent. « Les médecins ont expliqué que c'est normal. Le traumatisme bloque parfois certains souvenirs. C'est un mécanisme de protection du cerveau. » « Et vous étiez là, n'est-ce pas? Le jour de l'accident ?» Vincent posa son verre avec plus de force que nécessaire, faisant ondoyer dangereusement le vin près du bord. « Pourquoi cet intérêt soudain pour le passé, Élodie? Je pensais que nous avions convenu de nous concentrer sur l'avenir, sur votre rétablissement. » « Quel rétablissement, Vincent? Vous gardez les mêmes médecins depuis 1 an, sachant qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Le jardin est abandonné, les visites sont découragées, et vous contrôlez chaque aspect de ma vie comme si j'étais une prisonnière. » Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Vincent s'essuya les lèvres avec la serviette en lin, ses mouvements méticuleusement contrôlés. « À tout ce que je fais est pour votre bien, Élodie. Vous êtes différente aujourd'hui. S'est-il passé quelque chose dans le jardin que vous devriez me dire ?» Élodie pensa à l'étranger, à ses yeux bleus énigmatiques et aux paroles qui semblaient réveiller quelque chose d'endormi dans son âme. « Non, mentit-elle, ressentant une étrange satisfaction à garder ce secret. « Je suis juste fatigué de la même routine. »« Je comprends, » dit Vincent, bien que son ton suggérât le contraire. « Peut-être est-il temps d'envisager ce traitement expérimental dont je vous ai parlé. Un séjour loin d'ici pourrait vous faire du bien. »« Je ne vais nulle part, » déclara Élodie avec fermeté. « C'est le seul foyer que je connaisse. » Vincent se leva, sa haute silhouette projetant une ombre sur la table. « Parfois, Élodie, nous devons prendre des décisions difficiles pour le bien de ceux que nous aimons. Vous êtes ma responsabilité maintenant, et je ne permettrai pas que quoi que ce soit, ni personne, n'interfère avec votre bien-être. » Après le dîner, dans sa chambre, Élodie n'arrivait pas à dormir. Les paroles de Vincent résonnaient dans son esprit, se mêlant à celles de l'étranger du jardin. Elle se tourna sur le côté, observant la pleine lune à travers la fenêtre, quand un mouvement subtil attira son attention. Dans le jardin, une silhouette se déplaçait parmi les ombres. Élodie s'appuya sur ses coudes, son cœur s'accélérant en reconnaissant l'étranger. Il semblait faire quelque chose au rosier. Planté ou taillé, elle ne pouvait le distinguer dans la pénombre. Dans un élan soudain, Élodie se traîna jusqu'à son fauteuil roulant. Le processus était difficile et douloureux, mais elle avait appris à se débrouiller seule en cas d'urgence. Silencieusement, elle ouvrit la porte de sa chambre et glissa le long du couloir sombre jusqu'à l'ascenseur privé que Vincent avait fait installer après l'accident. Le jardin était baigné de lumière argentée quand elle émergea par la porte arrière. L'air nocturne portait un parfum différent, quelque chose de nouveau, de frais, comme de la terre fraîchement retournée et des pétales qui s'ouvrent. « Je savais que vous viendriez », dit l'étranger sans se retourner, continuant son travail sur les rosiers. La curiosité, c'est le premier pas vers le changement. Élodie s'approcha, remarquant qu'il avait planté de nouveaux boutons de rose parmi les anciens. « Comment avez-vous obtenu les plants ? Certains étaient déjà ici, dormant sous terre. D'autres, je les ai apportés. Les fleurs sont comme les personnes, Élodie. Parfois, elles ont juste besoin de quelqu'un qui croit en leur potentiel pour s'épanouir. Pourquoi faites-vous cela ?» L'étranger se tourna finalement pour la regarder, son visage, partiellement éclairé par la lune. « Parce que chaque jardin mérite une chance de renaître, et chaque personne mérite la chance de redécouvrir sa propre force.
Élodie sentit un frisson parcourir son échine. « Vous parlez comme si vous me connaissiez. »« Peut-être que je vous connais, » répondit-il énigmatiquement. « Ou peut-être que je reconnais simplement une âme emprisonnée quand j'en vois une. Demain, si vous venez au jardin au lever du soleil, nous commencerons votre véritable processus de guérison. Comment puis-je vous faire confiance? Je ne connais même pas votre nom. » L'étranger sourit. Et pendant un moment, Élodie eut l'impression d'avoir déjà vu ce même sourire auparavant, dans un autre temps, dans une autre vie. Certains m'appellent Gabriel, mais les noms ne sont que des étiquettes que nous utilisons pour simplifier des mystères que nous ne comprenons pas. Ce qui importe n'est pas qui je suis, mais qui vous pouvez devenir. Le soleil avait à peine commencé à dorer l'horizon lorsqu'Élodie arriva au jardin. La rosée du matin brillait comme des diamants sur les feuilles, et un parfum suave flottait. Dans l'air, les nouveaux rosiers plantés par Gabriel commençaient à s'éveiller. « Vous êtes venu, » dit-il, émergeant de la brume matinale, comme s'il en faisait partie. Ses vêtements usés semblaient moins misérables à la lumière de l'aube, et il y avait une dignité dans sa posture qui intriguait Élodie de plus en plus. « Comment aurais-je pu ne pas venir ?» répondit-elle, ajustant le châle sur ses épaules. « Vous avez planté de l'espoir dans mon jardin hier soir. » Gabriel sourit, s'approchant du fauteuil roulant. « Que ressentez-vous quand vous regardez ces roses, Élodie ?» Elle observa les boutons qui commençaient à s'ouvrir, délicats et résilients. « Je ressens de la nostalgie, du temps où je pouvais marcher parmi elles, sentir leur parfum de près, en prendre soin de mes propres mains. »« Fermez les yeux, » lui dit doucement Gabriel. « Imaginez que vos jambes sont comme ces roses, endormies, mais pas sans vie. En vous existe la même force qui fait qu'un bouton perce la terre et cherche le soleil. » Élodie ferma les yeux, se laissant envelopper par la voix sereine de Gabriel. « Les médecins disent qu'il n'y a pas de sensibilité en dessous de la taille. Les médecins traitent le corps physique, mais il existe un lien plus profond entre l'esprit et la matière, une connexion que la médecine traditionnelle ne comprend pas encore totalement. » Gabriel s'agenouilla à côté du fauteuil. « Puis-je » Élodie acquiesça et il toucha doucement ses pieds à travers ses chaussures. « Concentrez-vous sur ce point. N'essayez pas de sentir. Observez simplement, comme si vous regardiez un bouton de rose s'ouvrir. Il n'y a pas de précipitation, pas d'attente, juste la conscience. » Pendant plusieurs minutes, ils restèrent en silence. Élodie gardait les yeux fermés, sa respiration devenant plus profonde et régulière. Soudain, elle haleta. J'ai senti quelque chose, comme un léger fourmillement, presque imperceptible. « Ne vous accrochez pas à la sensation, » conseilla Gabriel. « Laissez-la couler comme la brise entre les fleurs. Votre corps réapprend le langage du mouvement, redécouvre des chemins longtemps oubliés. » Un bruit venant de la maison fit Gabriel s'éloigner rapidement. Élodie ouvrit les yeux juste à temps pour voir Martine sortir par la porte arrière. « Mademoiselle Élodie, que faites-vous ici si tôt, et seule ?» La gouvernante se précipita vers elle, jetant des regards méfiants vers les coins du jardin. « Je voulais voir le lever du soleil, Martine, » répondit Élodie, remarquant que Gabriel avait complètement disparu. « Et regardez, les roses reviennent à la vie. » Martine s'arrêta, observant avec étonnement les nouveaux boutons qui n'étaient pas là la veille. « Comment est-ce possible? Qui pourrait avoir ?»« Parfois, » interrompit Élodie, un petit sourire jouant sur ses lèvres, « les miracles se produisent quand on s'y attend le moins. » Tout au long de la journée, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser à la sensation qu'elle avait éprouvée pendant l'exercice avec Gabriel. C'était comme si une porte longtemps fermée s'était entr'ouverte, permettant à un rayon de lumière de traverser l'obscurité. Pendant la séance de kinésithérapie, elle surprit le docteur Richard en lui rapportant le fourmillement dans ses pieds. « Intéressant », murmura le médecin prenant des notes sur son bloc. « Cela pourrait être un signe que certaines connexions nerveuses se régénèrent. Mais nous ne devons pas créer d'attente précipitée. »« Docteur », hésita Élodie avant de continuer. « Avez-vous déjà entendu parler de techniques alternatives? De récupération? Quelque chose en rapport avec la visualisation et la conscience corporelle ?» Le médecin fronça les sourcils. « Il existe quelques recherches dans ce domaine, mais rien de concluant. Pourquoi cet intérêt soudain? »« Simple. Curiosité, » répondit-elle vaguement. « Parfois, je pense que nous pourrions essayer des approches différentes. Je dois vous rappeler que votre traitement
a été soigneusement planifiée par M. Vincent. Toute modification devrait d'abord être discutée avec lui. Élodie acquiesça, mais une nouvelle détermination commençait à grandir en elle. Pour la première fois en un an, elle sentait qu'elle avait un certain contrôle sur son destin. Les paroles de Gabriel résonnaient dans son esprit, se mêlant à des souvenirs fragmentés qui semblaient vouloir émerger des profondeurs de sa conscience. Ce soir-là, en observant le jardin depuis sa fenêtre, Élodie vit Gabriel à nouveau parmi les rosiers. Il leva les yeux, croisant son regard, et fit un petit geste de la tête, une promesse silencieuse qu'il serait là le lendemain matin, prêt à continuer son travail d'éveil non seulement des roses, mais aussi de l'espoir qu'Élodie croyait perdu à jamais. La bibliothèque du manoir était plongée dans la pénombre de la fin d'après-midi lorsque Vincent entra, trouvant Élodie absorbée dans un vieil album de photographies. Elle passait délicatement les doigts sur les images, comme si elle pouvait toucher le passé à travers elles. « Je ne savais pas que vous gardiez encore ces photos », commenta Vincent, sa voix provoquant un sursaut chez Élodie. Il s'approcha, observant par-dessus son épaule une photographie en particulier. Élodie, encore enfant, souriant au milieu des rosiers du jardin. « J'ai trouvé l'album ce matin, pendant que Martine organisait quelques vieilles boîtes, » répondit-elle, remarquant à quel point Vincent semblait tendu en examinant les images. « Ça est étrange, il y a tant de photos dont je ne me souviens pas avoir été prise. » Vincent tendit la main, fermant doucement l'album. « Le passé est comme un jardin mal entretenu, Élodie. Plus vous y touchez, plus vous trouvez d'épines. »« Pourquoi ? Faites-vous toujours ça ?» questionna Élodie, sa voix gagnant une fermeté inhabituelle. « Pourquoi essayez-vous de m'éloigner de tout ce qui pourrait réveiller mes souvenirs ? Je vous protège simplement, » répondit-il. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui trahissait son inquiétude. « Votre rétablissement doit se concentrer sur l'avenir, pas sur le fait de remuer de vieilles blessures. » Et si les réponses que je cherche se trouvaient justement dans ces souvenirs? Depuis l'accident, j'ai l'impression qu'une partie de ma vie a été effacée. Vincent marcha jusqu'à la fenêtre, sa silhouette se découpant contre le ciel orangé. Parfois, Élodie, l'oubli est une bénédiction. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être révélées. À ce moment, Martine entra précipitamment dans la bibliothèque. « Monsieur Vincent, téléphone pour vous. C'est le docteur Richard. Il dit que c'est urgent. » Vincent lança un dernier regard pénétrant à Élodie avant de sortir. Dès qu'elle fut seule, elle rouvrit l'album, ses yeux parcourant les photographies avec une nouvelle attention. Il y avait quelque chose de familier dans les jardins de ces anciennes images, quelque chose qui allait au-delà des rosiers et des chemins de pierre. À la recherche de réponses, la douce voix de Gabriel la surprit. Il se tenait près de la bibliothèque, comme s'il s'était matérialisé des ombres. « Comment êtes-vous entré ici ?» chuchota Élodie, à la fois effrayée et soulagée par sa présence. « Cette maison garde beaucoup de secrets, tout comme vous, » répondit-il, s'approchant pour regarder l'album. « Certaines portes n'ont jamais été vraiment fermées, juste oubliées. » Élodie observa tandis qu'il tournait doucement les pages de l'album. « Il y a quelque chose dans vos yeux, » murmura-t-elle. « Quelque chose qui me fait sentir que je devrais vous reconnaître. » Gabriel sourit énigmatiquement. « Les souvenirs sont comme les fleurs de votre jardin, Élodie. Certains semblent avoir disparu, mais leurs racines restent vivantes sous terre, attendant le bon moment pour germer à nouveau. Ce matin, dit Élodie, baissant encore la voix, pendant notre exercice dans le jardin, j'ai eu un flash de mémoire. Il neigeait et quelqu'un m'apprenait à faire des anges dans la neige. Les yeux de cette personne étaient bleus comme les vôtres. » Gabriel resta immobile un moment, son expression indéchiffrable. « Continuez à explorer ces souvenirs, Élodie, mais soyez prudente. Il y a des gens qui préfèrent que certains secrets restent enterrés. Comme Vincent, compléta-t-elle. Parfois, je pense qu'il en sait plus sur mon accident qu'il ne le dit. Et il y a quelque chose dans son comportement dernièrement, c'est comme s'il sentait qu'il perd le contrôle. Vincent est un homme habitué à tout contrôler et tout le monde autour de lui, observa Gabriel. Mais il existe des forces que même lui ne peut contenir, comme la force d'une vérité qui insiste pour remonter à la surface. Des pas. Dans le couloir, firent Gabriel se déplacer rapidement vers une porte latérale. Avant de disparaître, il se tourna vers Élodie. « Continuez, avec les exercices que je vous ai enseignés.
Votre corps commence à se réveiller, tout comme vos souvenirs. Et Élodie, faites attention avec l'album. Il contient des réponses qui pourraient tout. Cette nuit-là, après s'être assurée que tout le monde dormait, Élodie glissa silencieusement son fauteuil roulant jusqu'à la bibliothèque. La photographie qui était tombée plus tôt s'y trouvait encore, partiellement cachée sous un meuble ancien. Avec quelque effort, elle parvint à l'atteindre. À la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, Élodie examina l'image jaunie par le temps. Son cœur s'arrêta presque en reconnaissant la scène. C'était elle, à environ 12 ans, assise sur un banc du jardin. À ses côtés se tenait un jeune homme, avec des yeux incroyablement bleus et un sourire bienveillant. Vêtu d'habits, élégant et soigné, il ressemblait à une version plus jeune et prospère de Gabriel. « Impossible », murmura-t-elle, ses doigts tremblants en touchant la photographie. La date imprimée dans le coin inférieur indiquait que la photo avait été prise 12 ans auparavant. Au verso, il y avait une inscription à moitié effacée. « Élodie et Thomas, promesse du jardin ». Un bruit soudain la fit ranger rapidement la photo dans la poche de sa robe de chambre. Martine apparut à la porte, encore en vêtements de nuit. « Ma petite, que faites-vous éveillée à cette heure ?» demanda la gouvernante, inquiète. « Je n'arrivais pas à dormir, Martine », répondit Élodie, essayant de contrôler l'agitation dans sa voix. « Vous souvenez-vous de quelqu'un nommé Thomas ?» Martine devint visiblement tendue. « Thomas, c'est un nom que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Pourquoi demandez-vous ? Alors vous l'avez connu ? Qui était-il, Martine ?» La gouvernante s'approcha, fermant la porte de la bibliothèque derrière elle. « Certaines questions sont dangereuses, ma petite, surtout dans cette maison. »« S'il vous plaît, Martine, » insista Élodie, « j'ai besoin de savoir. J'ai le sentiment qu'il a quelque chose à voir avec mon passé, avec l'accident. » Martine soupira, profondément, s'asseyant dans un fauteuil proche. Thomas était différent. Un homme bon, qui rendait souvent visite à votre famille. Il avait un don spécial avec les plantes. C'est lui qui a appris à votre mère à prendre soin des rosiers. Et que lui est-il arrivé ? Il y a eu un désaccord avec Monsieur Vincent, répondit Martine, choisissant ses mots avec soin. Peu après, Thomas a disparu. Personne n'a plus entendu parler de lui. C'était à peu près à l'époque où vos parents... Elle s'arrêta comme si elle en avait trop dit. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. « Martine, pensez-vous que Vincent ait eu quelque chose à voir avec la disparition de Thomas ? » « Vous ne devriez pas poser ce genre de questions, ma petite, » avertit Martine, se levant nerveusement. « Monsieur Vincent a des yeux et des oreilles partout. Venez, il est temps de retourner au lit. » Plus tard, dans sa chambre, Élodie ne pouvait cesser de penser à la photographie. Les similitudes entre Thomas et Gabriel étaient trop frappantes pour être une coïncidence. Et il y avait autre chose. Une sensation grandissante que ses souvenirs perdus étaient d'une façon ou d'une autre liés à lui. Se tournant dans son lit, elle observa le jardin à travers la fenêtre. Une silhouette solitaire marchait parmi les rosiers. Gabriel, où était-ce Thomas ? Prenant soin des fleurs sous le clair de lune. En l'observant, un souvenir soudain et vivace la frappa. Elle avait 12 ans et Thomas lui enseignait le cycle des roses. « Vois-tu comme elles dorment en hiver ?» disait-il. « Mais elles ne sont pas vraiment endormies. Elles attendent simplement le bon moment pour s'éveiller, comme certaines vérités dans nos vies. » Élodie cligna des yeux et le souvenir se dissipa comme la brume au soleil. Mais quelque chose avait changé en elle. Une certitude grandissante que Gabriel et Thomas étaient la même personne et que son retour était lié non seulement à sa guérison, mais à des secrets longtemps enfouis dans l'histoire de ce manoir. Dehors, comme s'il sentait qu'il était observé, l'homme dans le jardin leva les yeux vers sa fenêtre. Même à distance, Élodie put voir l'éclat familier de ses yeux bleus, des yeux qui semblaient apporter le poids de nombreuses vérités non dites, attendant le moment propice pour fleurir, comme les roses qu'il cultivait si soigneusement. L'aube apporta avec elle une bruine fine qui couvrait le jardin d'une brume argentée. Élodie était à sa place habituelle pour les exercices matinaux avec Gabriel, mais cette fois son cœur battait plus fort. La photographie dans la poche de sa robe de chambre pesait comme du plomb. « Vous semblez agité aujourd'hui », observa Gabriel s'agenouillant à côté de son fauteuil. « Les roses sentent quand quelque chose nous perturbe. » Élodie sortit la photographie de sa poche d'une main tremblante. « Je pense qu'il est temps d'être honnête l'un envers l'autre, Thomas.
Le visage de Gabriel resta impassible, mais quelque chose changea dans ses yeux. Une ombre de reconnaissance, peut-être de douleur. Il prit délicatement la photographie, ses doigts effleurant légèrement la surface, jaunie. « Certaines vérités sont comme des graines profondément enterrées, dit-il finalement. Elles ont besoin du moment juste pour germer. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi tout ce mystère? » Gabriel ou Thomas s'assit sur un banc proche, contemplant toujours la photographie. « Parce que vos souvenirs devaient s'éveiller? » « Naturellement, Élodie, comme ces roses qui ne peuvent être forcées à fleurir avant leur temps. »« Martine m'a parlé de votre désaccord avec Vincent, » pressa Élodie. « Que s'est-il vraiment passé? »« Vincent a toujours été un homme obsédé par le contrôle, » répondit-il, sa voix chargée d'une ancienne tristesse. « Quand vos parents m'ont confié certains documents, il a vu cela comme une menace à son pouvoir sur la famille. » Élodie sentit un fourmillement dans ses jambes. Pas des techniques de Gabriel cette fois, mais de la pure adrénaline de la révélation. Quels documents? Des papiers qui prouveraient que Vincent n'avait pas de droit légal sur cette propriété. Votre père se méfiait de ses intentions et avait secrètement modifié son testament. J'étais le dépositaire de cette information. Et puis vous avez disparu, compléta Élodie, des pièces du puzzle commençant à s'assembler dans son esprit. Vincent m'a donné un ultimatum, continua Thomas. Si je ne livrais pas les documents et ne disparaissais pas, il menaçait de nuire aux personnes que j'aimais le plus, y compris vous, Élodie. Un souvenir soudain traversa l'esprit d'Élodie. Elle, plus jeune, courant dans le jardin tandis que Thomas lui apprenait les noms des fleurs. Le bonheur de ce moment était si pur, si réel, que cela faisait mal. Mais pourquoi revenir maintenant? Pourquoi de cette façon? Thomas se leva marchant vers un rosier proche. Parce que j'ai appris votre accident, et quelque chose dans cette histoire ne faisait pas sens. Vincent a prétendu que vous aviez perdu le contrôle de la voiture, en essayant d'éviter un animal sur la route, mais... « Mais quoi ?» insista Élodie, se penchant en avant dans son fauteuil. « Mais vous étiez une conductrice extrêmement prudente, et cette route, c'était un chemin que vous connaissiez comme votre poche. De plus, les marques de frein sur l'asphalte indiquaient que quelque chose ou quelqu'un avait forcé votre voiture hors de la piste. » Élodie sentit son sang se glacer. « Vous suggérez que ce n'était pas un accident? Je suggère qu'il y a plus dans cette histoire que ce que Vincent veut vous faire croire. La nuit précédant l'accident, vous m'avez appelé, Élodie. Vous avez dit avoir découvert quelque chose sur Vincent, quelque chose qui le compromettrait. Mais avant que vous ne puissiez me le dire, la ligne a coupé. Le lendemain, j'ai reçu la nouvelle de votre accident. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Élodie. Pourquoi n'arrivais-je pas à m'en souvenir? Pourquoi ces souvenirs semblent-ils bloqués? Thomas s'agenouilla de nouveau à ses côtés, prenant ses mains entre les siennes. Parce que certaines vérités sont si douloureuses que notre esprit les enfouit profondément. Mais tout comme ces roses qui reviennent à la vie, vos souvenirs s'éveillent aussi, et avec eux, votre force intérieure. À ce moment, Élodie sentit quelque chose de différent dans ses jambes, pas seulement un fourmillement, mais une sensation plus définie, comme si des muscles longtemps endormis commençaient à s'éveiller. « Thomas, je peux sentir... Mes jambes, c'est plus fort qu'avant. » Un sourire illumina son visage. « Votre corps n'a jamais oublié comment bouger, Élodie. Il avait simplement besoin de temps et du bon stimulus pour redécouvrir le chemin. Comme je l'ai dit au début, vous danserez à nouveau dans ce jardin. » Le bruit de pas dans la maison fit Thomas s'éloigner rapidement. « Vincent ne doit pas savoir que j'ai retrouvé mon identité, » chuchota-t-il. « Pas encore. Continuez les exercices, gardez l'espoir vivant. Et Élodie, soyez prudente. Vincent peut sembler protecteur, mais il y a de l'obscurité dans son cœur. » Tandis que Thomas disparaissait entre les arbres, Élodie regarda la photographie dans ses mains. L'image du passé portait maintenant une nouvelle signification. Ce n'était pas seulement un souvenir, mais un indice pour démêler les mystères qui entouraient sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit non seulement de l'espoir, mais de la détermination. La détermination de découvrir la vérité, peu importe combien elle pourrait être douloureuse. La nouvelle qu'Élodie avait retrouvée, une partie de la sensibilité dans ses jambes se répandit rapidement dans le manoir. Le docteur Richard réalisait plus de tests que d'habitude, tandis que Vincent observait tout
avec un intérêt qui frôlait l'obsession. « C'est vraiment remarquable », commenta le médecin prenant des notes sur son bloc. « La régénération neurale ne se produit généralement pas ainsi, surtout après tant de temps. » Élodie restait silencieuse, pensant à la façon dont les techniques de Thomas avaient réussi en quelques semaines, ce qu'une année de traitement conventionnel n'avait pas atteint. Son regard croisa celui de Vincent, qui était appuyé contre le montant de la porte, et elle perçut quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas de la joie pour sa récupération, mais quelque chose qui ressemblait davantage à de la peur. « Peut-être est-il temps d'envisager de nouvelles méthodes de traitement », suggéra le docteur Richard. « Il existe des thérapies alternatives qui… » « Non, » interrompit brusquement Vincent. « Nous maintiendrons le traitement actuel. En fait, j'ai déjà organisé le transfert d'Élodie vers une clinique spécialisée à Paris. »« Quoi ?» protesta Élodie. « Je ne vais nulle part. Je progresse ici pour la première fois depuis des mois. »« Justement pour cette raison, » répondit Vincent, sa voix contrôlée mais ferme. « Nous avons besoin d'une équipe mieux préparée pour gérer votre récupération. » Après le départ du médecin, Élodie confronta Vincent. « Pourquoi cette hâte de m'éloigner d'ici? Qu'essayez-vous ?»« De cacher ?» Vincent s'approcha lentement, ses yeux fixés sur les siens. « Vous êtes différente, Élodie. Vous posez des questions sur le passé. Vous errez dans le jardin à des heures étranges. Cela m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est comment vous essayez de contrôler chaque aspect de ma vie, » répliqua-t-elle. « Pourquoi ne parlez-vous jamais de la nuit de l'accident? Pourquoi avez-vous bloqué toutes mes tentatives d'enquêter sur ce qui s'est réellement passé ?» Un muscle se contracta dans la mâchoire de Vincent. « Vous laissez votre imagination créer des théories conspirationnistes. L'accident était exactement ce que j'ai dit, une tragédie causée par un animal sur la route. » « Et les documents ? » « Que mon père a laissés. Ceux qui prouvaient que vous n'aviez pas de droit sur cette propriété ?» Vincent pâlit visiblement. « Où avez-vous entendu cela ?»« Alors c'est vrai, » pressa Élodie. « Que cachez-vous d'autre, Vincent ?» Il se ressaisit rapidement, son expression retrouvant son masque habituel de contrôle. « Vous êtes confuse. Élodie, ces histoires de documents, ce sont juste des délires. Peut-être que le traumatisme de l'accident a affecté plus que vos jambes. Ou peut-être que je commence enfin à voir la vérité, » répondit-elle, soutenant son regard. Vincent se pencha sur le fauteuil roulant, ses mains serrant les accoudoirs. « Écoutez bien, Élodie, vous irez à Paris, que vous le vouliez, ou non, c'est pour votre propre bien. » À ce moment, Martine entra précipitamment dans la chambre. « Monsieur Vincent, il y a un appel urgent dans votre bureau. C'est à propos de cette enquête que vous avez demandée. » Vincent se redressa, lançant un dernier regard d'avertissement à Élodie avant de sortir. Dès qu'elles furent seules, Martine s'approcha, parlant à voix basse. « Ma petite, je dois vous dire quelque chose. J'ai entendu Monsieur Vincent au téléphone hier soir. Il a engagé des enquêteurs privés pour fouiller la propriété. Je pense qu'il cherche quelqu'un. » Le cœur d'Élodie s'accéléra. Thomas était en danger. « Martine, j'ai besoin de votre aide. Vous avez toujours pris soin de moi comme une mère. S'il vous plaît, aidez-moi à protéger quelqu'un de très important. » La gouvernante hésita. Un moment, puis acquiesça. « Ce dont vous aurez besoin, ma petite. J'ai vu trop de choses dans cette maison pour continuer à me taire. » Élodie prit l'ancienne photographie et la montra à Martine. « J'ai besoin que vous cachiez ceci dans un endroit sûr, et il y a autre chose. » Elle baissa encore la voix, partageant son plan avec la gouvernante. La nuit, tandis que le manoir dormait, Élodie observait le jardin depuis sa fenêtre. Les roses de Thomas continuaient à fleurir, défiant l'obscurité par leur beauté résiliente. Comme elle, elles s'éveillaient d'un long sommeil, retrouvant leur force. Et comme elle, Élodie était déterminée à briser les liens qui la retenaient, peu importe combien Vincent tentait de l'en empêcher. La bibliothèque du manoir gardait plus de secrets qu'Élodie ne l'imaginait. Avec l'aide de Martine, elle fouillait d'anciens dossiers et documents pendant que Vincent assistait à une réunion d'affaires en ville. La gouvernante montait la garde à la porte, attentive à tout mouvement suspect. « Regardez ceci », chuchota Élodie, retirant un dossier poussiéreux d'un tiroir verrouillé que Martine avait réussi à ouvrir. « Ce sont des documents de mon père. Contrat, acte. » Ses mains tremblaient en feuilletant les papiers jaunis. Soudain, quelque chose attira son attention. Une lettre datée de quelques jours avant l'accident. C'était l'écriture de son père, adressée à Thomas.
Mon cher ami Thomas, Zi. Vous lisez cette lettre. Cela signifie que vous avez retrouvé votre chemin vers la lumière, même à travers les ombres les plus denses. Thomas m'a promis qu'il prendrait soin de vous, qu'il vous aiderait à redécouvrir votre force quand le moment serait venu. Ce jardin a toujours été plus qu'un lieu de beauté. C'est un témoignage que la vie trouve son chemin même dans les circonstances les plus adverses. Comme les roses que votre mère aimait tant, vous avez aussi fleuri à travers les épines. Le journal qui accompagne cette lettre contient tous les secrets du jardin, pas seulement sur les roses, mais sur l'art de cultiver l'espoir. Utilisez-le pour continuer le travail que vous avez commencé. Transformez cet endroit en un phare. De lumière pour d'autres qui, comme vous, ont besoin de redécouvrir leur propre pouvoir de guérison. Nous sommes fiers de vous, ma fille. Nous l'avons toujours été. Avec un amour éternel, papa. Élodie sentit des larmes dans ses yeux. Martine, mon père savait. Il savait que Vincent était dangereux. Un bruit dans le couloir les fit se figer. Martine jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. C'est seulement le nouveau jardinier que Monsieur Vincent a engagé, chuchota-t-elle soulagée. Nouveau jardinier? Élodie fronça les sourcils. Depuis quand? Depuis ce matin. Monsieur Vincent a dit que nous avions besoin de quelqu'un pour nettoyer le jardin, arracher les roses qui ont récemment bourgeonné. Le cœur d'Élodie s'accéléra. Il essaie de détruire le travail de Thomas. Martine, je dois l'avertir. Mais ma petite, comment? Monsieur Vincent a fait placer des gardes pour surveiller le jardin pendant la nuit. Élodie regarda ses jambes. Ces dernières semaines, les exercices avec Thomas avaient apporté des progrès significatifs. Elle pouvait sentir plus de sensibilité et même bouger légèrement les orteils. « J'ai une idée, dit-elle, rangeant soigneusement la lettre dans le dossier. « Mais j'aurai besoin de votre aide, Martine, et nous devons aussi trouver ces documents originaux que mon père a mentionnés. Les premières roses du printemps, murmura Martine, pensive. Je me souviens que votre père avait un parterre spécial, près de l'ancien puits. C'est là que les roses fleurissaient toujours en premier. » Élodie acquiesça, un plan commençant à se former dans son esprit. « Ce soir, quand tout le monde dormira. » Sa phrase fut interrompue par des pas fermes dans le couloir. Vincent était revenu plus tôt. Martine rangea rapidement le dossier et aida Élodie à positionner le fauteuil de façon naturelle, quelques secondes avant que la porte ne s'ouvre. « Que faites-vous ici » demanda Vincent, son regard perçant balayant la pièce. « Mademoiselle. » Élodie voulait quelques livres à lire, répondit promptement Martine, comme elle passera quelques jours à Paris. « Ah oui, à ce sujet, Vincent s'approcha du fauteuil d'Élodie. « J'ai décidé d'avancer votre voyage. Nous partirons demain matin. »« Demain ?» Élodie ne put cacher sa surprise. « Mais c'est très... soudain. Tout est déjà arrangé, dit Vincent avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La clinique est prête à vous accueillir. Ce sera mieux ainsi, Élodie, loin de distractions indésirables. » À ce moment, un bruit de dispute vint du jardin. Élodie reconnut la voix de Thomas, apparemment confrontant le nouveau jardinier. Vincent se dirigea rapidement vers la fenêtre. Son visage se durcit en voyant la scène en bas. « Martine, appelez les gardes. Nous avons un intrus sur la propriété. »« Non !» s'exclama Élodie, mais c'était trop tard. Vincent avait déjà quitté la bibliothèque à grands pas. Martine se précipita à la fenêtre. « Ma petite, il va attraper Thomas. Que faisons-nous » Élodie sentit une détermination féroce grandir en elle. Les mots de la lettre de son père résonnaient dans son esprit. Elle était la véritable héritière. C'était sa maison, son jardin, son histoire. « Martine, aidez-moi à descendre au jardin, maintenant. »« Mais ma petite, c'est dangereux, monsieur Vincent. »« Vincent n'a plus de pouvoir sur moi, » déclara Élodie, sa voix ferme. « Il est temps d'affronter la vérité, quel qu'en soit le prix. » Tandis que Martine l'aidait à sortir de la bibliothèque, Élodie pouvait entendre la confusion augmenter dans le jardin. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés, le même ciel qui avait été témoin de tant de secrets dans cette propriété. Il était temps que tous ces secrets viennent à la lumière. Le jardin s'était transformé en un champ de bataille silencieux. Thomas était encerclé par 3 gardes, tandis que le nouveau jardinier arrachait impitoyablement les roses qu'il avait plantées avec tant de soin. Vincent observait la scène du haut des marches du jardin, un sourire froid sur ses lèvres. « Vous avez finalement décidé de montrer votre vrai visage, Thomas » dit Vincent, descendant lentement les marches. « Ou devrais-je dire, monsieur ?»« Thomas Dubois, l'ancien associé du défunt Antoine ?» Martine poussait le fauteuil d'Élodie,
par le chemin latéral du jardin, se maintenant dans l'ombre des arbres. Le cœur d'Élodie battait rapidement, pas seulement à cause de la tension du moment, mais aussi parce que pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait sentir distinctement le muscle de sa cuisse se contracter, comme si son corps répondait à l'urgence de la situation. « Vous avez toujours su qui j'étais. »« Vincent, » répondit Thomas, gardant sa dignité malgré la situation. « Tout comme vous avez toujours su que vous n'aviez pas de droit légal sur cette propriété. »« Les droits légaux ne sont que des papiers, » se moqua Vincent. « Ce qui importe, c'est qui détient le pouvoir réel. Et en ce moment, c'est moi qui contrôle tout. »« Pas tout, » dit Élodie, faisant connaître sa présence. Tous les regards se tournèrent vers elle, tandis que Martine poussait son fauteuil vers la clairière centrale du jardin. Vincent parut momentanément déconcerté. Élodie rentrait à l'intérieur. « Ce n'est pas une affaire pour vous. »« Au contraire, » riposta-t-elle, sa voix ferme. « C'est exactement mon affaire. C'est ma maison, mon héritage. Et vous, Vincent, vous n'êtes qu'un usurpateur. Attention. Tain vos paroles, ma chère, avertit Vincent, sa voix maintenant chargée de menaces. Vous êtes encore fragilisé par l'accident. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais exactement ce que je dis, répondit Élodie. Tout comme je sais que vous avez participé à mon accident. J'ai découvert quelque chose cette nuit-là, n'est-ce pas? Quelque chose qui menaçait votre contrôle sur tout ceci. Thomas tenta de faire un pas vers Élodie, mais les gardes le retinrent. Élodie, soyez prudente. Laissez-le partir, ordonna Élodie aux gardes. Cette propriété m'appartient et Thomas est mon invité. À la surprise de tous, les hommes hésitèrent, regardant incertains entre Élodie et Vincent. Des années de loyauté envers la famille originale du manoir semblaient peser plus que les ordres récents de Vincent. « Vous travaillez pour moi !» rugit Vincent, perdant son sang-froid. « Non, Vincent !» intervint Martine, faisant un pas en avant. « Ils travaillant pour la famille Laurent. Ils ont toujours travaillé pour elle. Et Élodie est la dernière des Laurent. » Vincent sortit quelque chose de la poche de sa veste. Une petite clé dorée. « Sans ceci, vous n'êtes rien. La clé du coffre où se trouvent tous les documents de la propriété, tous les actes. » « Des documents falsifiés, » déclara Thomas, profitant de la distraction des gardes pour se libérer. « Les originaux sont bien gardés, Vincent. Ils l'ont toujours été. » Élodie sentit un fourmillement intense dans ses jambes. Les techniques de Thomas, combinées à l'adrénaline du moment, semblaient réveiller chaque nerf endormi de son corps. S'appuyant sur les accoudoirs de son fauteuil, elle fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle commença à se lever. « Élodie, non !» cria Vincent, mais c'était trop tard. Avec des jambes tremblantes, s'appuyant sur Martine, Élodie se tint debout pour la première fois en 1 an. « C'est fini, Vincent. Les roses ne sont pas les seules choses que vous n'avez pas réussi à contrôler dans ce jardin. » Le visage de Vincent se tordit en un masque de fureur. Il avança vers Élodie, mais Thomas fut plus rapide, se plaçant entre feu. Les gardes, voyant la vraie nature de leur employeur, se déplacèrent également pour protéger Élodie. « Les documents originaux, » dit Élodie, sa voix chargée de certitude, « sont exactement là où mon père les a laissés, à l'endroit où les premières grosses fleurissent au printemps. » Les yeux de Vincent s'écarquillèrent de compréhension. Il se tourna et commença à courir vers l'ancien puits, mais ses pieds s'empêtrèrent dans les rosiers qu'il avait lui-même ordonné d'arracher. Les pétales volaient au vent tandis qu'il tombait, la clé dorée échappant à ses doigts et roulant au loin, perdu parmi les fleurs qu'il avait tant méprisées. Le crépuscule teintait le ciel de pourpre, tandis que la scène dans le jardin se déroulait comme un spectacle surréaliste. Vincent, encore au sol, fixait avec désespoir la clé perdue parmi les fleurs. Élodie, appuyée sur Thomas et Martine, se tenait debout, ses muscles tremblants sous l'effort mais sa détermination inébranlable. « Les gardes ne sont plus vos alliés, Vincent, » dit Élodie, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Tout comme cette maison n'a jamais été vraiment la vôtre. » Martine s'empressa d'approcher le fauteuil roulant, permettant à Élodie de s'asseoir à nouveau, épuisée mais triomphante du moment d'autonomie qu'elle venait de conquérir. « Vous ne comprenez pas. » Vincent se leva, essayant de retrouver sa contenance, bien que ses yeux continuaient à scruter le sol cherchant la clé. « Tout ce que j'ai fait était pour vous protéger, pour maintenir cette propriété. »« Pour maintenir le pouvoir, » interrompit Thomas. « Vous avez falsifié des documents, manipulé des personnes,
Et quand cela n'a pas suffi, vous avez tenté de me faire taire, compléta Élodie, un souvenir soudain explosant dans son esprit comme un éclair. La nuit de l'accident, j'allais rencontrer Thomas. J'avais découvert vos faux documents dans le bureau. Vincent pâlit visiblement. Vous ne pouvez rien prouver. Mais je le peux. Une nouvelle voix surgit du couloir latéral du jardin. Le docteur Richard émergea des ombres, tenant un dossier. J'ai toujours trouvé étrange la façon dont vous insistiez pour maintenir Élodie isolée, comment vous contrôliez. Obsessionnellement son traitement. Alors j'ai commencé à enquêter. Le médecin s'approcha, remettant le dossier à Élodie. Ce sont les rapports originaux de l'accident, les marques d'impact sur la voiture, la position des dommages. Tout indique qu'un autre véhicule a forcé votre sortie de route. Et il y a des témoins, Élodie. Des personnes qui ont vu une voiture noire suivre la vôtre cette nuit-là. Le même modèle que Vincent conduisait à l'époque, ajouta Thomas. Élodie feuilletait les documents, ses mains tremblantes. Pourquoi Vincent? Pourquoi avoir fait tout cela? Votre père allait me détruire, explosa Vincent, sa façade de contrôle s'effondrant finalement. Il avait découvert les détournements d'argent, les propriétés que j'avais mises à mon nom. Il allait me dénoncer, me ruiner. Je ne pouvais pas le permettre. Alors vous avez décidé de vous débarrasser de lui? La voix d'Élodie était chargée de douleur et d'incrédulité. Il a eu un malaise soudain, c'était naturel. Vincent essaya d'argumenter, mais sa voix faiblissait. Naturel comme mon accident, coupa Élodie, des larmes de colère coulant sur son visage. Comme les menaces contre Thomas? Comme les années que vous avez volées de ma vie? À ce moment, l'un des gardes s'approcha, lui tendant quelque chose. La clé dorée que Vincent avait perdue. Mademoiselle, nous avons trouvé ceci parmi les rosiers. Élodie tint la clé, sentant son poids familier. Martine, vous rappelez-vous où se trouvait l'ancien coffre de mon père? La gouvernante acquiesça. Derrière le tableau dans la bibliothèque, mademoiselle, celui qui représente le jardin en plein printemps. Non, Vincent tenta d'avancer, mais les gardes le retinrent. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai tout construit. J'ai maintenu cette propriété en état de marche. Vous avez détruit des vies, corrigea Thomas, sa voix chargée d'un calme dangereux. Vous avez manipulé, menti et presque privé Élodie non seulement de son héritage, mais de sa capacité à marcher. Élodie regarda les rosiers alentours, certains arrachés par la colère de Vincent, d'autres fleurissant avec défi. « Emmenez-le », ordonna-t-elle aux gardes. « La police doit déjà être en route. Le docteur Richard s'en est occupé, n'est-ce pas ?» Le médecin acquiesça. « Dès que j'ai réuni toutes les preuves, il devrait arriver d'un moment à l'autre. » Tandis que les gardes emmenèrent Vincent, qui protestait encore et menaçait, Élodie se tourna vers Thomas. « Pendant tout ce temps, vous me prépariez non seulement à marcher à nouveau, mais à affronter la vérité. » Thomas s'agenouilla à côté de son fauteuil, prenant ses mains entre les siennes. « Vous avez toujours eu la force nécessaire, Élodie. J'ai simplement aidé à l'éveiller, comme nous l'avons fait avec ces roses. » Le son des sirènes commença à résonner au loin, s'approchant du manoir. Le ciel était maintenant complètement sombre, mais les lumières du jardin illuminaient les rosiers, leurs pétales dansant doucement dans la brise nocturne. C'était comme si la nature elle-même célébrait le triomphe de la vérité sur les ombres qui avaient si longtemps dominé cet endroit. Dans la bibliothèque du manoir, à la douce lumière des lampadaires, Élodie tenait les documents trouvés dans le coffre de son père. Le portrait du jardin au printemps, qui durant des années avait gardé ce secret, semblait maintenant lui sourire, comme un complice silencieux de sa victoire. « Ce sont les actes originaux », confirma Thomas, examinant les papiers. « Votre père a été très malin de cacher une copie ici, tout en gardant les originaux près du puits. Il savait que Vincent chercherait d'abord à l'endroit le plus évident. » Élodie acquiesça, passant ses doigts sur la signature de son père. Il a essayé de nous protéger jusqu'à la fin. Il savait que quelque chose pouvait arriver. Martine servit du thé à tous, ses mains tremblant encore légèrement après les événements de la nuit. Le commissaire a dit qu'il reviendrait demain pour prendre nos dépositions formelles. Vincent restera en détention jusqu'au procès. Et cette fois, ajouta le docteur Richard, il ne pourra pas utiliser son argent et son influence pour s'échapper. Les preuves sont irréfutables. Thomas s'approcha de la fenêtre, observant les voitures de police qui quittèrent la propriété. Finalement, nous pouvons respirer en paix. Et vous, Élodie, vous pouvez vous concentrer totalement sur votre rétablissement. Je me rétablis déjà.
sourit-elle, bougeant légèrement les orteils. Chaque jour, je sens plus de force, plus de contrôle. C'est comme si mon corps s'éveillait en même temps que la vérité. Vos techniques sont impressionnantes, Thomas, commenta le docteur Richard. J'aimerais en apprendre davantage à leur sujet. Elles pourraient aider d'autres patients. La technique n'est qu'une partie, répondit Thomas, se tournant vers le groupe. Le plus important est d'éveiller la force intérieure de chaque personne. Élodie a toujours eu la capacité de marcher à nouveau. Son corps avait simplement besoin de redécouvrir le chemin, tout comme son esprit avait besoin de redécouvrir la vérité. Élodie ferma le dossier contenant les documents, une décision se formant dans son esprit. « Je veux transformer une partie du manoir en centre de réadaptation », annonça-t-elle. « Un endroit où les personnes qui ont perdu espoir peuvent le retrouver comme cela m'est arrivé. » « C'est une idée merveilleuse, approuva Martine, ses yeux brillants de fierté. « Et le jardin, continua Élodie, sera le cœur de ce projet. Les roses que Thomas a ramenées à la vie seront un symbole de renouveau pour tous ceux qui viendront ici. » Thomas s'agenouilla à côté de son fauteuil, ses yeux bleus transmettant un mélange d'admiration et d'affection. « Vous avez toujours eu un cœur généreux, Élodie. Même dans les moments les plus difficiles, vous n'avez jamais perdu votre essence. » « C'est parce que j'ai eu des personnes spéciales à mes côtés, » répondit-elle, regardant avec gratitude chaque visage dans la pièce. Martine, qui a été plus qu'une gouvernante, une seconde mère, docteur Richard, qui n'a jamais renoncé à chercher la vérité, et vous, Thomas. Ces paroles furent interrompues par un son familier, le chant d'un oiseau dans le jardin, annonçant l'aube. La nuit des révélations touchait à sa fin, laissant place à un nouveau jour plein de possibilités. « Le soleil se lève », observa Thomas, tendant la main à Élodie. « Voulez-vous essayer de faire quelques pas pour accueillir le jour ?» Élodie accepta sa main, sentant la force et le soutien qu'elle offrait. Avec l'aide de Thomas et Martine, elle se leva de son fauteuil. Ses pas étaient encore incertains, mais de plus en plus fermes. Ensemble, ils marchèrent lentement jusqu'à la terrasse. Le jardin s'étendait devant eux, les rosiers se balançant doucement dans la brise matinale. Certaines fleurs avaient été arrachées lors de la confusion de la nuit précédente, mais Élodie savait que, comme elle reviendrait plus forte. « Vous savez, » dit-elle, s'appuyant sur le parapet de la terrasse, « quand vous êtes apparu ce premier jour, habillé comme un mendiant, j'ai cru voir un fantôme du passé. D'une certaine façon, c'était bien le cas. Un fantôme de temps plus heureux, revenant pour éveiller non seulement les roses, mais aussi mes souvenirs et ma force. » Thomas sourit, son visage illuminé par les premiers rayons du soleil. « Parfois, nous devons tout perdre pour redécouvrir qui nous sommes vraiment. Vous n'avez pas seulement perdu la capacité de marcher, Élodie, vous avez perdu votre histoire, votre identité. Mais maintenant, je suis complète à nouveau. » compléta-t-elle, observant le lever du soleil peindre le ciel de teinte rosée. Et ce jardin sera témoin de nombreuses autres histoires de renaissance. Les semaines suivantes apportèrent des changements significatifs au manoir. L'automne cédait la place à l'hiver, mais le jardin, sous les soins attentifs de Thomas, maintenait sa vitalité. Élodie progressait dans sa récupération, chaque jour plus forte, chaque pas plus assuré. « Maintenez le focus sur votre centre », orientait Thomas durant l'une de leurs séances matinales dans le jardin. « Sentez l'énergie fluant des racines de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. » Élodie était debout, s'appuyant seulement légèrement sur une canne décorative qui avait appartenu à sa grand-mère. Ses jambes, autrefois inertes, répondaient, maintenant avec une précision croissante, aux commandes de son cerveau. La rosée du matin mouillait ses pieds nus, créant une connexion directe avec la terre en dessous. « C'est incroyable », commenta le docteur Richard, qui observait la séance avec un intérêt professionnel. « Dans toutes mes années de médecine, je n'ai jamais vu un rétablissement aussi remarquable. » « C'est parce que vous vous êtes toujours concentré uniquement sur le corps physique, docteur, » répondit Thomas, ajustant gentiment la posture d'Élodie. « Mais la guérison véritable implique bien plus que les muscles et les nerfs. » Élodie fit quelques pas de plus, sentant la force grandir dans ses jambes. « C'est comme si chaque partie de mon corps s'éveillait d'un long sommeil. Pas seulement les jambes, mais aussi les souvenirs, les sensations. » Martine s'approcha du groupe apportant un plateau avec du thé et des biscuits. « L'avocat a appelé, ma petite. Il a dit que tous les documents sont en ordre. Le transfert de la propriété à votre nom sera officialisé cette semaine. »
« Et Vincent ?» demanda Élodie, retournant s'asseoir sur un banc du jardin. « Il restera en détention jusqu'au procès, » répondit Thomas. « Les preuves sont solides, et plusieurs autres personnes lésées par lui ont commencé à se manifester. » Élodie acquiesça, prenant une gorgée du thé que Martine avait servi. Son regard erra sur le jardin où de petits groupes d'ouvriers travaillaient à la rénovation de l'ancienne annexe du manoir, le futur centre de réadaptation qu'elle prévoyait d'inaugurer. « Nous avons déjà 3 kinésithérapeutes intéressés à travailler au centre », commenta le docteur Richard, tous fascinés par l'idée de combiner des techniques conventionnelles avec les méthodes alternatives de Thomas. « Et nous avons déjà reçu 10 inscriptions de patients », ajouta Martine, fière. La nouvelle s'est répandue rapidement. Thomas sourit, observant Élodie avec admiration. « Vous transformez votre douleur en espoir pour les autres. Il n'existe pas de guérison plus puissante que celle-là. »« J'ai appris avec les roses, » répondit Élodie, pointant vers les boutons qui continuaient à fleurir, défiant le froid de l'hiver qui approchait. Même dans les conditions les plus adverses, la vie trouve un moyen de germer à nouveau. Un groupe d'oiseaux se posa près d'eux, attirés par les miettes de biscuits tombées au sol. Élodie observa comment ils se déplaçaient, sans peur, comme s'ils sentaient la paix qui émanait maintenant de ce lieu. « Je me souviens de la première fois que je vous ai vu dans le jardin, » dit-elle à Thomas. « Vous sembliez un mendiant, mais vos yeux portaient une sagesse qui m'a intrigué dès le premier instant. » Je devais m'approcher sans éveiller les soupçons, expliqua-t-il. Vincent avait des yeux partout, s'il avait su qui j'étais dès le début. Il aurait essayé de vous éloigner comme il l'a fait dans le passé, compléta Élodie. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, nous étions tous plus forts. Le docteur Richard consulta sa montre. « Je dois partir. J'ai une réunion avec l'équipe qui va travailler au centre. Élodie, voulez-vous venir avec moi ? Votre perspective en tant que patiente serait précieuse. » Élodie se leva du banc, s'appuyant sur sa canne. « Bien sûr, en fait, j'aimerais marcher jusque là-bas. Ce ne sont que 100 mètres jusqu'à l'annexe et chaque pas est une petite victoire. » Thomas se plaça à ses côtés, non pour la soutenir, mais comme une présence réconfortante. « La vraie force n'est pas de ne pas avoir besoin d'aide, » dit-il doucement, « mais de savoir accepter le soutien quand il est nécessaire. » Ensemble, ils commencèrent à marcher par le chemin de pierre qui menait à l'annexe. Les ouvriers arrêtèrent leur travail pour saluer Élodie, beaucoup d'entre eux étant d'anciens employés qui la connaissaient depuis l'enfance et avaient été témoins de son parcours de récupération. « Savez-vous ce qui me réjouit le plus ?» commenta Élodie, s'arrêtant un moment pour reprendre son souffle. « Ce n'est pas seulement de récupérer mes mouvements, mais de voir comment chaque personne dans cette propriété a aussi récupéré quelque chose de précieux, sa dignité, son but, sa voix. » Martine, qui les suivait avec le plateau vide, essuya une larme discrète. Le manoir est redevenu ce qu'il a toujours dû être, un lieu d'accueil et d'espoir. La rénovation de l'annexe avançait rapidement. Ce qui était autrefois un espace abandonné se transformait en un environnement accueillant, avec de larges fenêtres qui permettraient aux futurs patients de contempler le jardin durant leur séance de récupération. Élodie supervisait personnellement chaque détail, insistant sur le fait que l'espace devait transmettre l'espoir dès le premier moment où les gens y entreraient. Les murs, autrefois gris, exhibaient maintenant des tons doux de vert et de bleu, couleur que Thomas avait suggéré pour leur effet apaisant. « Chaque élément ici doit contribuer à la guérison », expliquait Élodie aux architectes, s'appuyant sur sa canne tout en marchant dans l'espace. « De l'éclairage naturel aux plantes que nous placerons dans chaque environnement. Et n'oubliez pas les accès au jardin, » ajouta Thomas qui l'accompagnait dans l'inspection. « Les patients doivent sentir qu'ils peuvent atteindre l'extérieur facilement, même ceux avec une mobilité plus réduite. » Le docteur Richard, qui venait d'arriver avec une autre pile de dossiers de futurs patients, sourit en voyant l'enthousiasme d'Élodie. « Vous avez transformé votre expérience en un projet qui va bénéficier à tant de personnes. »« C'est parce qu'elle comprend, » interrompit Thomas doucement. « Elle comprend que la guérison n'est pas seulement physique. C'est un voyage qui implique le corps, l'esprit et l'âme. » Élodie s'arrêta devant l'une des fenêtres, observant le jardin dehors. Les rosiers, maintenant pleinement récupérés, créaient un spectacle de couleurs qui défiait le gris de l'hiver qui approchait. « Chaque personne qui viendra ici aura sa propre histoire, dit-elle, se tournant vers le groupe. Sa propre douleur,
ses propres peurs. Notre rôle n'est pas seulement d'offrir un traitement, mais aussi de l'espoir. Martine entra dans l'annexe apportant des nouvelles du manoir. « Les déménageurs sont arrivés, ma petite. Ils emportent les dernières choses de la chambre de Monsieur Vincent. » Un silence momentané tomba sur le groupe. La mention du nom de Vincent ramenait encore des souvenirs douloureux, mais ils semblaient maintenant plus distants, comme des ombres qui se dissipent avec le lever du soleil. « Transformer sa chambre en salle de musique », décida Élodie après un moment. La musique a un pouvoir curatif incroyable. Je me souviens comment ma mère jouait du piano les après-midi de dimanche, remplissant le manoir de mélodies qui semblaient faire danser les roses elles-mêmes. Thomas sourit, se souvenant. Elle avait un don spécial, pas seulement pour la musique, mais pour faire sentir accueillis tous ceux autour d'elle. « Comment vous rappelez-vous de cela ?» demanda le docteur Richard, curieux. Thomas était pratiquement de la famille à cette époque, expliqua Élodie, ses yeux rencontrant les siens avec affection, jusqu'à ce que Vincent apparaisse et commence à tout empoisonner avec ses manipulations et ses mensonges. « Mais maintenant le poison est parti, » dit Martine avec fermeté, « et le jardin fleurit plus fort qu'avant. » Élodie marcha jusqu'à une zone où seraient installés les équipements de kinésithérapie. Ses pas, encore prudents mais de plus en plus sûrs, résonnaient sur le parquet fraîchement installé. « Je veux que chaque personne qui passera par ici comprenne qu'elle n'est pas seule, » déclara-t-elle, sa voix chargée de conviction. « Que, parfois, nous devons tout perdre pour découvrir notre vraie force. Et qu'il y a toujours de l'espoir, » compléta Thomas, s'approchant d'elle. « Même quand l'hiver semble interminable, le printemps revient toujours. » Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, créant des motifs de lumière sur le sol qui rappelaient des pétales de rose. Dehors, les oiseaux chantaient parmi les fleurs, comme s'ils célébraient chaque petite victoire, chaque nouveau commencement. « Demain, nous recevons les premiers équipements », informa le docteur Richard, consultant son agenda. « Et la semaine prochaine, si tout se passe bien, nous pourrons commencer avec les premiers patients. » Élodie acquiesça, sentant un mélange d'anxiété et de joie. Son propre parcours de guérison n'était pas encore terminé. Il y avait des jours où ses jambes faiblissaient, des moments où les souvenirs de l'accident tentaient de voler sa paix. Mais maintenant, elle comprenait que la vraie guérison n'était pas de revenir à ce qu'elle était avant, mais de transformer son expérience en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Une douce brise de fin d'hiver agitait les rideaux de Sunset, la salle principale du tout juste inauguré centre de réadaptation Jardin des Roses. Élodie, portant une robe bleu clair et s'appuyant sur son élégante canne, observait avec émotion le mouvement des patients et thérapeutes dans l'espace. « C'est incroyable comme tout a changé en seulement 3 mois, » commenta le docteur Richard, s'approchant avec un bloc-notes dans les mains. « Nous avons déjà 15 patients en traitement, et les résultats sont surprenants. » Élodie sourit, observant une jeune femme pratiquant ses premiers pas avec l'aide de Thomas. Chaque personne ici a sa propre histoire de dépassement, comme Claire là-bas. Les médecins disaient qu'elle ne bougerait plus jamais les jambes après son accident de voiture. Et maintenant, elle arrive déjà à faire quelques pas, compléta Thomas, les rejoignant après avoir terminé la séance avec la patiente. Comme vous, Élodie, elle a découvert que les limites qu'on nous impose ne sont pas toujours définitives. Martine traversa le salon précipitamment, son visage illuminé par un sourire. « Ma petite, la réponse du Conseil de la médecine est arrivée. Ils ont officiellement approuvé nos techniques intégratives comme méthode complémentaire de traitement. » La nouvelle fut reçue avec joie par tous les présents. C'était la reconnaissance officielle qui manquait pour légitimer le travail révolutionnaire qu'ils développaient, la combinaison unique de kinésithérapie traditionnelle avec les techniques de conscience corporelle et guérison émotionnelle que Thomas avait introduites. « Cela ouvre des portes pour étendre le projet, » dit Élodie, marchant jusqu'à l'une des larges fenêtres qui donnaient sur le jardin. « Nous pouvons maintenant partager notre méthodologie avec d'autres centres, atteindre plus de personnes. » Dehors, le jardin était plus beau que jamais. Les rosiers, maintenant pleinement récupérés, créaient un spectacle de couleurs et d'arômes qui servait d'inspiration à tous les patients. Entre les parterres, de nouveaux chemins avaient été construits, adaptés aux fauteuils roulants et différents niveaux de mobilité. « J'ai reçu des nouvelles concernant Vincent, » commenta Thomas à voix basse, seulement pour Élodie. « Le procès a été fixé pour le mois prochain. Le procureur a un dossier solide. » Élodie acquiesça, son visage serein. « Vous savez, je ne ressens plus de colère envers lui.
Seulement, de la pitié, il a passé sa vie à essayer de tout contrôler. Et tout le monde. Et à la fin, il a perdu ce qui importait vraiment, son humanité. « Vous avez toujours eu un cœur généreux, » dit Thomas, ses yeux bleus brillant d'admiration. « Même dans les moments les plus difficiles, vous n'avez jamais permis à l'amertume de vous consumer. » Une petite agitation près de l'entrée attira l'attention de tous. Claire, la jeune patiente, était debout sans appui, faisant ses premiers pas complètement seule. Des larmes de joie coulèrent sur son visage, tandis qu'elle avançait, tremblante mais déterminée. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle, riant et pleurant en même temps. « Grâce à vous, j'ai réussi. » Élodie s'approcha d'elle, également émue. « Non, Claire, vous avez réussi grâce à votre propre force. Nous avons simplement montré le chemin comme Thomas l'a fait pour moi. Et comme les roses nous enseignent tous les jours, » ajouta Thomas. « Chaque fleur a son propre temps pour s'épanouir. Nous ne pouvons pas accélérer le processus, seulement créer les conditions idéales pour qu'il se produise. » Le docteur Richard prenait des notes enthousiastes sur son bloc. Les résultats sont encore meilleurs que ce que nous espérions. La combinaison des techniques physiques avec le travail émotionnel et la connexion avec la nature. C'est révolutionnaire. Et ce n'est que le début, dit Élodie, sa voix chargée de détermination. Chaque personne qui se rétablit ici emporte avec elle non seulement la guérison physique, mais une nouvelle compréhension d'elle-même. Martine s'approcha de nouveau, cette fois avec une enveloppe dans les mains. « Une autre lettre est arrivée, ma petite. C'est d'un centre de réadaptation à Paris. Ils veulent connaître notre travail. » Élodie prit l'enveloppe, sentant le poids de la responsabilité et de la joie qu'elle représentait. Ce qui avait commencé comme son parcours personnel de guérison se transformait en quelque chose de bien plus grand, un mouvement d'espoir et de renouveau qui touchait de plus en plus de vie. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» dit-elle, regardant les visages autour d'elle. Voir comment chaque personne qui passe par ici découvre sa propre force intérieure. Comme Claire aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les pas physiques qu'elle a conquis, mais la confiance en elle-même. Thomas sourit, complétant sa pensée, parce que la vraie guérison commence quand nous comprenons que nos limitations ne nous définissent pas. Ce sont simplement des défis à surmonter, comme les roses qui trouvent leur chemin à travers les épines. À la veille de la première remise de diplôme du centre de réadaptation, Élodie était dans son bureau, organisant les certificats qui seraient remis aux patients ayant achevé leur programme de récupération. Chaque document représentait une histoire de dépassement, une victoire sur des limitations qui semblaient insurmontables. « Vous devriez vous reposer, » dit Thomas, entrant dans la pièce avec 2 tasses de thé. « Demain est un grand jour. » Élodie accepta la tasse avec gratitude, son sourire révélant la fatigue et la satisfaction de mois de travail intense. « Je n'arrive pas à dormir. Je pense à comment chacune de ces personnes a transformé sa douleur en force, tout comme moi. Comme Claire qui aide maintenant à former nos nouveaux thérapeutes, » commenta Thomas s'asseyant près du bureau. « Ou Jean, qui a recommencé à peindre après des années à croire qu'il ne tiendrait plus jamais un pinceau. » Par la fenêtre, ouverte entrait le parfum des roses nocturnes, une espèce rare que Thomas avait apportée spécialement pour le jardin thérapeutique. Son arôme doux avait un effet apaisant sur les patients pendant les séances de méditation en plein air. Parfois, je me demande ce que mes parents diraient s'ils pouvaient voir tout cela, murmura Élodie, son regard perdu dans le jardin illuminé par la lune. Comment nous avons transformé leur maison en un lieu de guérison et d'espoir. Ils seraient fiers, répondit Thomas avec conviction. Spécialement de voir comment vous avez grandi à travers l'adversité. Comment vous avez transformé votre propre expérience en quelque chose qui bénéficie à tant de personnes. Martine frappa doucement à la porte, apportant une autre pile de documents. « Les derniers rapports du mois, ma petite, et il y a autre chose. » Elle hésita, un sourire mystérieux sur ses lèvres. « Une surprise pour demain. » Élodie leva les sourcils, curieuse. « Quelle surprise ?»« Ah, je ne peux pas le dire. » rit Martine. « Mais cela a à voir avec ce projet spécial que vous et Thomas planifiez. » Thomas échangea un regard complice avec la gouvernante. « Vous découvrirez au moment voulu. Pour l'instant, vous devez vous reposer. Demain sera un jour important. » Élodie se leva, rangeant les certificats dans un dossier spécial. Ses mouvements étaient maintenant fluides et sûrs, bien qu'elle conservât la canne comme appui occasionnel, plus par choix que par nécessité. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» dit-elle, marchant jusqu'à la fenêtre. « Voir comment. »
Chaque personne qui passe par ici découvre sa propre façon de fleurir. Comme les roses du jardin, chacune a sa couleur, son parfum, son temps pour s'épanouir. Et chacune contribue à la beauté de l'ensemble, compléta Thomas, la rejoignant dans la contemplation du jardin nocturne. Ainsi que chaque histoire de dépassement qui se produit ici inspire de nouvelles histoires. Martine commença à ramasser les tasses vides, son visage adouci par la lumière de la lampe. Je me souviens du jour où Thomas est apparu dans le jardin, ressemblant à un mendiant. Qui aurait dit que ce moment changerait tant de vies? Ce n'était pas seulement mon apparition qui a changé les choses, corrigea Thomas gentiment. C'était le courage d'Élodie de faire confiance, de se permettre de croire à nouveau, de transformer sa douleur en un but plus grand. Élodie se tourna vers les deux, ses yeux brillants de larmes contenues. Vous êtes ma famille, tous ici. Les patients, les thérapeutes, chaque personne qui contribue à ce travail. Ensemble, nous avons créé quelque chose qui va au-delà de la réadaptation physique. Nous avons créé un lieu où les gens redécouvrent leur essence. Du jardin venait le son doux du vent entre les rosiers et le ululement occasionnel d'une chouette. C'était comme si la nature elle-même se préparait pour la célébration du lendemain, un moment qui marquerait non seulement la récupération physique des patients, mais la renaissance de leurs espoirs et de leurs rêves. Demain, dit Élodie, sa voix chargée d'émotion, nous célébrerons non seulement des conquêtes individuelles, mais le pouvoir de la transformation collective. Chaque personne qui reçoit son diplôme emporte avec elle une partie de ce jardin, une graine d'espoir à planter où qu'elle aille. Thomas sourit, son regard reflétant l'éclat de la lune. Et ainsi, le miracle se multiplie, comme les roses, qui répandent leurs graines au vent, créant de nouveaux jardins dans des lieux inattendus. Le jour de la remise des diplômes se leva avec un ciel extraordinairement bleu. Le jardin du manoir avait été décoré de rubans blancs et dorés qui dansaient dans la brise légère du matin. Des chaises blanches avaient été disposées en demi-cercle devant une petite estrade, les rosiers fournissant un décor naturel parfait pour la célébration. Élodie était dans sa chambre, donnant les dernières retouches à sa robe vert, émeraude. Ses mains tremblaient légèrement, non de faiblesse mais d'émotion contenue. Martine aidait avec les derniers détails, ses yeux embués de fierté. « Vous êtes magnifique, ma petite », dit la gouvernante, ajustant le collier de perles qui avait appartenu à la mère d'Élodie. « Vous ressemblez à une reine dans son jardin. » Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de Thomas. Il entra, élégant dans son costume bleu marine, portant un bouquet de roses blanches et roses. « Ce sont les premières roses du parterre spécial, » expliqua-t-il, remettant le bouquet à Élodie. « Celui que nous avons planté avec des graines des quatre coins du monde. » Élodie respira le délicat parfum des fleurs, chacune avec sa propre histoire, comme nos patients. Dehors, des voix animées commençaient à remplir le jardin. Les diplômés arrivaient avec leurs familles, beaucoup marchant par eux-mêmes, d'autres utilisant encore des supports, mais tous portant sur le visage la marque de la victoire, sur leur limitation. « Il est temps », annonça Martine, essuyant discrètement une larme. Élodie se regarda une dernière fois dans le miroir. Son reflet montrait non seulement la récupération physique, mais une transformation plus profonde, une sérénité et une force qui venaient de l'intérieur. Dans le jardin, Claire coordonnait l'accueil des invités. Elle, qui quelques mois auparavant arrivait à peine à se tenir debout, se déplaçait maintenant avec grâce parmi les présents, aidant à installer chacun à sa place. « Élodie !» appela-t-elle en voyant son mentor s'approcher. « Vous devez voir cela !» Claire conduisit Élodie jusqu'à une zone latérale du jardin où une exposition avait été montée. Sur les murs improvisés, des dizaines de photographies racontaient l'histoire du centre de réadaptation, depuis les premiers jours de rénovation jusqu'aux moments les plus récents. Dans chaque image, des visages souriants, des larmes de joie, des étreintes de victoire. « C'est la surprise que nous avons préparée », expliqua Claire. « Chaque patient a contribué avec ses souvenirs, ses histoires. C'est notre cadeau pour vous. » Élodie parcourut les photographies, les yeux embués. Là se trouvait Jean montrant fièrement sa première peinture après avoir récupéré les mouvements de ses mains. Anne faisant ses premiers pas après l'accident. Pierre recommençant à jouer de la guitare. Chaque image, une histoire de renaissance. Et il y a plus, dit Thomas, la guidant jusqu'à la fin de l'exposition. Sur le dernier mur, une série de photographies anciennes avait été restaurée.
des images du jardin dans ses jours de gloire initiale, avec les parents d'Élodie prenant soin des rosiers. Et parmi elles, des photos d'Élodie enfant, apprenant sur les fleurs avec Thomas. « Nous avons trouvé ces photos dans l'ancien studio de votre père », expliqua Thomas. « Martine les a gardées toutes ces années. » Pour rappeler que tout ceci, dit Martine, s'approchant, a commencé avec l'amour. L'amour de vos parents pour ce jardin, l'amour de Thomas pour le savoir qu'il a partagé, et votre amour, Élodie, qui a transformé la douleur en guérison. Le docteur Richard apparut, indiquant qu'il était temps de commencer la cérémonie. Élodie respira profondément, sentant le poids du moment. « Avant d'y aller, dit Thomas, tenant doucement son bras, je veux que vous voyiez une dernière chose. » Il la conduisit vers un petit piédestal couvert d'un tissu de soie. En le retirant, il révéla une plaque de bronze où on pouvait lire « Jardin des Roses, Centre de réadaptation et renaissance ». À la mémoire d'Antoine et Laure Laurent, qui nous ont appris que l'amour est la plus grande force de guérison. Élodie toucha la plaque de ses doigts tremblants, sentant la texture des lettres gravées. « C'est parfait », murmura-t-elle. Les dissonances sont d'une musique douce commença à jouer, signalant le début de la cérémonie. Élodie redressa les épaules, tint son bouquet plus fermement, et aux côtés de Thomas marcha vers l'estrade. Chaque pas était une célébration, chaque mouvement une preuve que les miracles se produisent non seulement une fois, mais se multiplient quand ils sont partagés avec amour et espoir. Le jardin était rempli de personnes, toutes unies par le même parcours de dépassement et de renaissance. Élodie, debout sur la petite estrade, observait les visages devant elle, chacun portant sa propre histoire de lutte et de victoire. « Quand j'ai commencé mon parcours de récupération, » commença-t-elle son discours, sa voix claire et émue, « je croyais être seule. Les murs du manoir semblaient une prison, et mon fauteuil roulant, une sentence définitive. Une brise légère agita les rosiers, répandant des pétales sur les présents comme une bénédiction naturelle. Mais alors, un jour qui semblait identique à tous les autres, quelque chose a changé. Un étranger est apparu dans notre jardin abandonné. Quelqu'un qui, comme je l'ai découvert plus tard, n'était pas du tout un étranger, mais une partie fondamentale de mon passé, revenant au moment exact où j'en avais le plus besoin. » Thomas, assis au premier rang, sourit gentiment. À ses côtés, Martine essuyait des larmes discrètes avec un mouchoir brodé. « Ce que j'ai appris dans ce parcours, » continua Élodie, « c'est que la vraie guérison va bien au-delà du physique. Chaque personne ici présente l'a découvert, à sa manière, comme Claire qui n'a pas seulement récupéré ses mouvements, mais redécouvert sa vocation pour aider les autres. Claire, maintenant l'une des thérapeutes du centre, fit un signe ému depuis sa position parmi les diplômés. Ou comme Jean, qui a transformé ses limitations en art, prouvant que la créativité trouve toujours un moyen de s'exprimer. Jean leva fièrement le pinceau qu'il tenait, son symbole personnel de victoire. Ce centre est né d'un rêve partagé, poursuivit Élodie. Un rêve de transformer la douleur en espoir, les limitations en possibilités. Chaque rose qui fleurit dans ce jardin représente une vie qui a choisi de ne pas se laisser définir par ses circonstances. Le docteur Richard s'approcha de l'estrade, apportant les certificats. Un par un, les diplômés furent appelés. Chaque personne qui se levait pour recevoir son diplôme représentait une histoire unique de persévérance et de dépassement. « Mais notre parcours ne s'arrête pas ici, » dit Élodie, après la remise des certificats. « Chacun de vous emporte une graine de ce jardin, non seulement dans vos cœurs, mais aussi littéralement. » Martine et Thomas commencèrent à distribuer de petits paquets de graines de roses, spécialement préparées pour l'occasion. Ces graines sont un symbole de ce qui se passe ici, tout comme les roses se répandent par le vent, apportant la vie à de nouveaux endroits. Chacun de vous part d'ici comme un messager d'espoir. Vos histoires inspireront d'autres, vos victoires illumineront des chemins. La lumière du soleil. De l'après-midi traversait les cimes des arbres, créant des motifs dorés sur le jardin. C'était comme si la nature elle-même participait à la célébration, bénissant chaque personne présente de sa douce lumière. Et maintenant, Élodie fit une pause, ses yeux brillants. « J'ai une dernière surprise à partager. » Elle fit un signe, et Thomas la rejoignit sur l'estrade. Le centre de réadaptation. Jardin des Roses ne sera plus unique.
À partir du mois prochain, nous commencerons un programme d'expansion. Nous porterons notre méthodologie vers d'autres villes, d'autres jardins, d'autres vies qui ont besoin de découvrir leurs propres forces. Un murmure d'excitation parcourut l'assistance. Claire fut la première à se lever, applaudissant, rapidement suivie par tous les présents. « Parce que nous avons appris, » conclut Élodie, sa voix chargée d'émotion, « que les vrais miracles ne se produisent pas pour nous, mais à travers nous. Chaque personne ici est une preuve vivante de cela. Chaque histoire de dépassement, chaque sourire reconquis, chaque pas fait, tout cela sont des graines d'espoir qui continueront à fleurir dans des lieux que nous ne pouvons même pas imaginer. » Les applaudissements résonnèrent dans le jardin, se mêlant au chant des oiseaux et au doux bruissement des rosiers. Élodie regarda Thomas qui souriait avec fierté à ses côtés, Martine qui pleurait ouvertement de joie, chaque visage dans l'assistance qui reflétait la même certitude, que les miracles, comme les roses, ont le pouvoir de se multiplier infiniment quand ils sont cultivés avec amour et espoir. Le coucher du soleil peignait le ciel de tons rosés, tandis que les derniers invités quittèrent la célébration. Élodie et Thomas marchaient lentement dans le jardin, recueillant les souvenirs de cette journée spéciale qui touchait à sa fin. Le son distant de rires et d'adieux résonnait dans la propriété. « Vous avez accompli plus que ce que vous imaginiez possible, » dit Thomas, s'arrêtant près de l'ancien puits, là où tout avait commencé. « Vous avez transformé non seulement votre vie, mais celle de tant de personnes. » Élodie se pencha pour toucher une rose fraîchement éclose. « Nous avons réussi ensemble, Thomas. Vous m'avez enseigné que la vraie guérison vient de l'intérieur, mais vous m'avez aussi montré que nous n'avons pas besoin de parcourir ce chemin seul. » Martine s'approcha, portant une petite boîte en bois sculpté. « J'ai trouvé ceci dans l'ancien bureau de votre père, ma petite. Je pense que c'est maintenant le bon moment de l'ouvrir. » Élodie prit la boîte d'une main tremblante. Le bois était usé par le temps, mais la sculpture de rose était encore visible sur le couvercle. À l'intérieur, elle trouva une enveloppe jaunie et un petit journal. « C'est l'écriture de mon père, » murmura-t-elle, ouvrant soigneusement l'enveloppe. « Ma chère Élodie, si vous lisez cette lettre, cela signifie que vous avez retrouvé votre chemin vers la lumière, même à travers les ombres les plus denses. Thomas m'a promis qu'il prendrait soin de vous, qu'il vous aiderait à redécouvrir votre force quand le moment serait venu. Ce jardin a toujours été plus qu'un lieu de beauté. C'est un témoignage que la vie trouve son chemin même dans les circonstances les plus adverses. Comme les roses que votre mère aimait tant, vous avez aussi fleuri à travers les épines. Le journal qui accompagne cette lettre contient tous les secrets du jardin, pas seulement sur les roses, mais sur l'art de cultiver l'espoir. Utilisez-le pour continuer le travail que vous avez commencé. Transformez cet endroit en un phare de lumière pour d'autres qui, comme vous, ont besoin de redécouvrir leur propre pouvoir de guérison. Nous sommes fiers de vous, ma fille. Nous l'avons toujours été. Avec un amour éternel, Papa. Des larmes, silencieuses, coulaient sur le visage d'Élodie, tandis qu'elle feuilletait le journal. Page après page de notes sur les roses, des dessins détaillés de chaque espèce, des observations sur leur cycle de croissance et leurs propriétés curatives. « Votre père savait, » dit Thomas doucement. « Il savait qu'un jour, vous transformeriez ce jardin en quelque chose de plus grand que nous tous. » Martine, qui observait la scène avec émotion, pointa vers l'horizon. « Regardez !» Dans le ciel, un arc-en-ciel se formait, ses couleurs vibrantes s'arquant au-dessus du jardin comme une bénédiction naturelle. Les dernières gouttes d'une pluie légère qui était tombée pendant la célébration scintillaient sur les pétales des roses comme de petits diamants. « C'est un signe, » sourit Élodie, rangeant soigneusement la lettre et le journal dans la boîte, « que nous sommes sur le bon chemin. » Thomas s'approcha, prenant doucement sa main. « Et quel chemin suivrons-nous maintenant ?» Élodie regarda autour d'elle vers le jardin qui avait renaquis, vers le centre de réadaptation qui transformait des vies, vers les gens qui étaient devenus sa famille. « Nous continuerons à planter l'espoir, » répondit-elle avec conviction, « un jardin à la fois, une vie à la fois. »« Et les roses ?» demanda Martine. « Un sourire entendu sur ses lèvres. »« Les roses, » dit Élodie, touchant un pétale avec tendresse, « continueront à nous enseigner leurs leçons les plus précieuses sur la résilience, sur la beauté née de l'adversité, sur le pouvoir de fleurir, même après l'hiver le plus rigoureux. » Le soleil se couchait à l'horizon, mais le jardin semblait briller d'une lumière propre, la lumière de la transformation,
de la guérison, de l'espoir renouvelé. C'était la fin d'un cycle et le début d'un autre, comme les roses elles-mêmes dans leur éternelle danse entre dormance et floraison. Un an s'était écoulé depuis la première remise de diplôme du centre de réadaptation Jardin des Roses. Le manoir, autrefois silencieux et sombre, pulsait maintenant de vie et d'espoir. Le projet d'expansion avait fleuri au-delà des attentes. 3 nouveaux centres avaient été inaugurés dans différentes villes, chacun avec son propre jardin de roses. Élodie était dans son bureau, révisant les rapports des nouveaux centres, quand Thomas entra apportant une nouvelle spéciale. « Le dernier recours de Vincent a été rejeté », annonça-t-il. « La sentence a été maintenue. Il passera les prochaines années à réfléchir sur ses actions. » Élodie acquiesça sereinement. « J'espère qu'il trouvera la paix, Thomas. La vraie prison n'est pas faite de barreaux, mais des murs que nous construisons dans nos cœurs. » Martine entra précipitamment, portant une enveloppe officielle. « Ma petite, la certification internationale est arrivée. La méthode du jardin des roses a été reconnue comme thérapie complémentaire par l'Organisation mondiale de la santé. » La nouvelle fut reçue avec des sourires de satisfaction. Le travail qu'ils avaient développé, combinant kinésithérapie traditionnelle avec les techniques de Thomas et la thérapie par le jardin, recevait enfin une reconnaissance mondiale. « Allons célébrer dans le jardin », suggéra Élodie, se levant avec la grâce naturelle de qui a redécouvert le plaisir de se mouvoir librement. Dans le jardin, Claire conduisait une séance de thérapie avec un groupe de nouveaux patients. Sous sa douce orientation, ils apprenaient à se reconnecter avec leur corps à travers le soin des fleurs. « Voyez comment chaque rose trouve son propre chemin vers le soleil », expliquait-elle. « Nos corps ont la même sagesse naturelle. Nous, que devons juste réapprendre à les écouter ?» Élodie, Thomas et Martine observèrent la scène avec fierté. La méthode qu'ils avaient développée allait au-delà de la récupération physique. C'était un voyage de reconnexion avec sa propre essence. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» dit Élodie, observant les patients travaillant dans le jardin. « Voir comment chaque personne qui passe par ici emporte plus qu'une récupération physique. Elle emporte une transformation complète. » Thomas sourit, ses yeux bleus brillants, avec la même sagesse qui l'avait captivé dès leur première rencontre. Parce que vous avez compris la vraie essence de la guérison. Il ne s'agit pas seulement de réparer ce qui est cassé, mais d'éveiller le pouvoir de guérison qui existe en chacun. Martine, qui revenait de l'intérieur de la maison avec un plateau de thé, ajouta « Et maintenant cette sagesse se répand, comme les graines des roses au vent. » Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, faisant s'apparaître les roses encore plus vibrantes. Chaque parterre racontait une histoire. Les roses blanches qu'Élodie et Thomas avaient plantées ensemble lors de leur première rencontre, les roses rouges qui marquaient l'endroit où elle avait fait ses premiers pas après l'accident, les roses roses que les patients cultivaient comme partie de leur thérapie. « C'est incroyable de penser, » réfléchit Élodie. « Comment tout a commencé par une rencontre apparemment fortuite dans un jardin abandonné. Et il n'existe pas de coïncidence, » répondit Thomas entrelaçant ses doigts aux siens. Seulement des moments justes pour chaque fleur de s'épanouir. Un groupe de papillons dansait entre les rosiers, leurs ailes colorées ajoutant plus de beauté à la scène. C'était comme si la nature elle-même célébrait la transformation qui s'était produite en ce lieu. « Et notre histoire ?» demanda Martine, un sourire entendu sur ses lèvres. Élodie regarda Thomas, puis le jardin plein de vie, les patients qui trouvaient leur propre force à travers les roses. « Notre histoire est comme ce jardin. Elle est toujours en croissance, toujours en floraison. Chaque nouvelle personne qui arrive ici ajoute un nouveau chapitre, une nouvelle couleur, un nouveau miracle. « Et l'avenir ?» questionna Thomas. « L'avenir, sourit Élodie, est comme un printemps éternel. Tant qu'il y aura des cœurs disposés à croire, des mains disposées à prendre soin et des âmes disposées à fleurir, notre jardin continuera. À croître, à inspirer et à guérir.